Et vous êtes dans le temps de l'info sur LCI. Dans un instant, bien sûr, plutôt dans une demi-heure, soyons précis, à 11h30, les chroniqueurs des Jeux asiatiques d'hiver organisés en 2029 ou en Arabie Saoudite. Je n'en dis pas plus. Paola Ferrari nous dira ce qu'ils font en penser. Bonjour Paul. Bonjour Elisabeth. Dans un instant, on est très heureux d'accueillir Zineb El Razoui. Ce sera très intéressant de l'entendre évidemment sur les femmes iraniennes, entre autres. Mais d'abord, comme promis, hier, vous nous l'aviez dit, donc c'est bien. Vous tenez vos promesses. Vous étiez engagé à aller voir comment se passait cette première séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas été déçu. Et c'était aussi le retour de Julien Bayou à l'Assemblée. Ça, effectivement, on n'a pas été déçus. Je vous l'ai dit, on essaie de tous dire ici, autant clairement lundi à l'Assemblée, elle était à moitié vide pour écouter Elisabeth Borne sur l'Ukraine. Autant hier, ils étaient tous là, tous, même donc vous venez de le dire, Julien Bayou qui a démissionné lancé de la direction du parti Europe Écologie Les Verts et de la coprésidence du groupe, mais qui reste député et qui est arrivé comme ça à l'Assemblée nationale en faisant un petit coucou de loin au mur de caméra de journalistes, ce qui donne cette saisissante image. Quelques instants plus tard, regardez les deux députés écolos, Sandrine Rousseau et Julien Bayou, qui siègent à quelques mètres de distance pendant 2 longues heures. J'ai demandé ses impressions sur l'ambiance. Vous voyez la députée qui est en bas à gauche, son nom est Marie-Charlotte Garin. Comment ça se passe sur ce double banc des écolos ? On voit que Madame Rousseau et Julien Bayou siègent à quelques mètres l'un de l'autre. Quelle est l'ambiance dans votre groupe aujourd'hui ? On imagine que c'est particulier quand même comme moment. Mais elle est sérieuse, elle est au travail et c'est pas le sujet. On n'est pas là pour discuter. La question. Oui, mais je veux dire, moi je suis pas là pour commenter les relations interpersonnelles des députés. Non. Ce qui compte, c'est la dynamique de groupe. Et ce qu'on montre là, c'est qu'on est au travail. On est ce soir sur un texte qui est celui de l'assurance chômage. On est présent. En fait, les Français et les Françaises, ils n'ont pas que ça à faire que de nous entendre commenter un feuilleton politique. On n'est pas là pour commenter un feuilleton politique. Julien Bayou va dans cet avou tout à l'heure et qu'on imagine qu'il aura des mots contre Sandrine Rousseau. C'est ce qu'il a fait dans Le Monde ce matin. C'est quand même particulier ce moment pour votre groupe politique. Et il est libre de sa parole. Et à nouveau, je suis pas là pour commenter un feuilleton politique. Je vous remercie. C'est leur feuilleton politique. C'est là où un incident de séance surgit. C'est un moment très intéressant. Il résume beaucoup de choses dans notre vie politique aujourd'hui. Il est 15h11 très précisément et c'est la chef du groupe Renaissance, Aurore Berger, qui prend la parole. Elle évoque en creux, sans les nommer mais évidemment on pense à eux, les affaires Quatennens et Bayou. Depuis plusieurs semaines, on loue la vertu de celui qui reconnaît des faits de violence conjugale. Depuis plusieurs semaines, on entend ceux qui parlent de leur affection pour un homme qui frappe sa femme. Depuis plusieurs semaines, on fait fi des règles élémentaires de l'état de droit. On jette en fait des dizaines d'années de combat de nos associations qui ont permis aux victimes d'être accompagnées par la seule voie qui peut mettre un terme à leur souffrance, la voie judiciaire. Et c'est là où tout se passe très vite, je vous le décrypte ce que vous allez voir. Sandrine Rousseau se lève, on va la voir, elle fait ce geste, ce triangle symbolisant le sexe des femmes, un geste utilisé dans les manifs féministes. La voyant se lever, l'extrême droite se lève aux côtés de Renaissance et les NUP recommencent à crier, ils crient. On voit notamment ici la présidente de groupe, Mathilde Panot, on l'a vu il y a quelques secondes, qui est très énervée. Très grosse ambiance de tension. Et là, les NUPS, au milieu des questions au gouvernement, quittent l'hémicycle, arrivent salle des 4 colonnes. Et on voit d'abord Sandrine Rousseau qui déboule, salle des 4 colonnes, très énervée. Berger était très applaudie par son groupe, toute la droite et l'extrême droite. Contre vous, elle vous a visé en disant que c'était la justice qui devait juger et non pas... Oui, sauf que là, cette année, sur 95 000 viols, il n'y en a que 782 qui ont été condamnés. La justice ne fait pas son travail. Il n'y a pas 1 milliard d'euros sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous sommes dans un déni de justice pour les femmes. Ce qui s'est passé est vraiment scandaleux. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous êtes fait par la justice et pas sur les plateaux de télévision ? Ce que vient de faire Madame Berger est littéralement indécent. Et moi j'ai une colère, mais sans nom de voir en plus cette espèce de spectacle. Je ne sais pas comment dire, minable. Si je devais avoir un seul mot, c'est minable et ça nous met très en colère. Madame Obono, vous avez eu un rappel au règlement. Madame Obono, je vous précise qu'en application de l'article 71 du règlement, je prononce un rappel à l'ordre à votre encontre. La Macronie demandait 1 milliard, comme le demandent depuis des années les associations, toutes les associations, comme ils n'ont pas fait pendant 5 ans. Demander 1 milliard à Madame la ministre Borne vaut un rappel au règlement et considéré comme une invective.
On a regardé attentivement, elle n'a pas fait que crier 1 milliard, elle a aussi crié « prenez-moi tout, je m'en fous » parce qu'elle risquait de lui retirer de l'argent. Donc vraiment, c'était une ambiance extrêmement tendue. Un rappel au règlement, rappel quand au c'est règlement. Un procès verbal, ça vaut une diminution des Du émoluments salaire, liés exactement. aux députés, Mais- c'est pour ça qu'elle dit ça. Exactement, mais Daniel Obono n'a pas dit que 1 milliard. On a Oui, réécouté c'est ça. attentivement. Oui, On va finir ici dans la 4 colonnes avec le porte-parole du gouvernement qui vient clôturer la séance. Je précise qu'Aurore Berger est passée, elle n'a pas jugé utile de parler à la presse, elle nous a dit j'ai tout dit. Mais le porte-parole du gouvernement était lui aussi très remonté, vous allez voir. Qu'est-ce que vous pensez de ce symbole ici dans cet hémicycle ? Il y a toujours eu des symboles dans l'hémicycle, c'est le lieu de la démocratie, chacun s'exprime comme il le souhaite. Donc on participe à la libération de la parole, c'est fondamental. Mais qu'on accompagne dans les dispositifs de droit commun les femmes qui sont victimes, lorsqu'elles sont victimes de violences, lorsque des délits ont été accomplis, c'est à la justice de s'en charger, de s'en occuper. La NUPS répond, qu'est-ce que Damien Abad fait encore chez vous ? Damien Abad siège dans leur groupe et qu'il n'y a eu aucune parole pour demander sa démission. Damien Abad doit démissionner. Pardon, c'est pas un jeu de société là, on fait de la politique nationale, c'est l'Assemblée nationale. Je vous dis juste, ne nous laissons pas embourber ou complètement submerger par des polémiques qui, à la fin des fins, ne servent ni la majorité, ni les oppositions, et j'allais vous le dire, encore moins la démocratie. Vous répondez pas sur Damien Abad ? Non, mais je veux dire, on dirait que c'est un tel qui m'a dit que non bouclier, non magie. On n'est pas dans une cour de récré, on est à l'Assemblée nationale, ici, dans la salle des 4 colonnes, et je vous répondrai volontiers sur les questions de fond si vous en reste une, sinon je vous laisse. Bouclier magique, me répond le porte-parole du gouvernement. On n'est pas dans une salle de récré, mais en revanche, j'aimerais qu'on finisse par c'est un petit bonus avant d'accueillir notre invité. On va finir en dessin. Je tiens à vous présenter à ma gauche 7 dessinateurs que nous accueillons aujourd'hui pour cette première séance de questions au gouvernement. C'est dans cette démarche d'ouverture que nous créons aujourd'hui un badge artiste qui nous permettra d'accueillir des artistes professionnels. Alors vous, bonjour. Ça là, c'est tout nouveau, je peux le montrer. C'est un badge de dessinatrice. Ça, vous en tant que dessinateur, est-ce qu'on peut voir éventuellement ce que vous avez croqué et comment vous avez ressenti cette rentrée parlementaire ? En tout cas, moi j'ai croqué une petite passe d'armes entre Hugo Bernalicis qui dit quel est le point commun entre les affaires Colère et Dupond-Moretti, et Olivier Véran qui dit j'aime beaucoup les devinettes mais ici c'est le Parlement. Et avec Louis Boyard qui dit papa, c'est bon ça. Et vous Louison ? Moi je suis partie dans un sens très différent parce que je me suis dit que c'était une jungle cet endroit. En tout cas voilà donc. Qu'est-ce qu'elle dit ? Doudoune, col roulé et autres pyjamas, moi je ne prends pas les Français pour des enfants. Donc nous ce qui est bien avec nos crayons c'est qu'on est là aussi pour les faire redescendre un peu en disant oh là vous êtes énervés, bah nous on a tout noté dans nos crayons et vous êtes aussi sous le joug du dessin quoi. Oui, c'est vrai que ça ne produit pas le même effet quand c'est en dessin. Ça fait du bien de redescendre un peu. Merci beaucoup Paul. Et on accueille maintenant notre invité. Bonjour Zineb El Razoui. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous connaît régulièrement. On a la chance de vous recevoir sur LCI. Vous êtes bien sûr l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo, écrivaine. Évidemment aussi, vous plaidez depuis... avec une passion inouïe pour la liberté d'expression, la liberté des femmes, aussi à ne pas porter le voile. Et c'est évidemment la première question qu'on a envie de vous poser. Qu'est-ce que vous avez envie de dire ce matin aux femmes iraniennes qui ont ce courage inouï de sortir dans la rue et de défier les mollahs pour dire on ne veut plus de cette obligation-là ? Elles sont magnifiques. Elles sont belles, ça dépasse le courage parce que ce qui se dégage de ce qu'elles font, c'est aussi beaucoup de beauté, beaucoup de cœur. C'est un vrai cri du cœur. Et ce qu'elles disent, en fait, les femmes iraniennes, et les hommes d'ailleurs, qui sont avec elles aussi, les hommes iraniens, pas tous, mais beaucoup, elles disent au monde, nous sommes déjà libres. Dans notre tête, dans notre esprit, nous sommes déjà libres. C'est ce régime, en fait, ce régime qui a pour loi de mettre des foulards et de couvrir les cheveux des femmes. C'est ce régime qui a un problème, ce n'est pas nous. Nous sommes libres. Ça me rappelle un peu les femmes au début des années folles, en fait, dans l'entre-deux-guerres, qui s'étaient massivement coupées les cheveux à la garçonne. C'était une espèce d'affirmation, en fait, des droits des femmes, d'une certaine façon, de leur liberté dans la société française, en dépit des droits qui, à l'époque, n'étaient pas égaux. Eh bien, les femmes iraniennes, aujourd'hui, font un peu la même chose. Et elles sont belles. C'est une vraie leçon à toutes les féministes du monde et surtout à certaines féministes que nous avons parfois dans les pays démocratiques. Alors, on va en parler, je pense. Voilà. Paul, c'est à vous. Merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir. L'image ce matin, ce sont les actrices françaises qui se coupent les cheveux. On va notamment voir Juliette Binoche, Marion Cotillard ou encore Isabelle Adjani. For freedom,
L'image est très forte. On se fait plaisir, nous tous, sur les réseaux sociaux. On partage cette vidéo virale. On met des emojis, des drapeaux français-iraniens. On fait des hashtags. À quoi ça sert vraiment, ces vidéos? Est-ce que ça sert déjà? Bien sûr que ça sert. Les femmes, ce qui ressort de ces vidéos, c'est d'abord que les femmes iraniennes sont désespérées. Elles crient à leur corps défendant depuis des décennies l'injustice criante qu'elles vivent. Enfin, elles disent au monde entier, rendez-vous compte. Nous sommes forcés chaque jour de s'habiller d'une façon que nous n'avons pas choisie. Et sinon, nous sommes battues sur la place publique. Elles le disent à leur corps défendant depuis des décennies. Elles se stigmatisent, elles se coupent les cheveux, elles coupent un bout d'elles pour dire ce calvaire-là. Et oui, je pense que ça sert, je pense que c'est utile que les gens, notamment dans les pays démocratiques, pardon, ça m'émeut, mais notamment dans les pays démocratiques qui continuent de dire que le voile est une liberté, que le voile est un embellissement. Que c'est un embellissement, que ça n'a pas de signification à part celle que la femme qui le porte lui donne. On a tout entendu. Alors, d'abord, ce qui se passe en Iran est un rappel fondamental à nous, en France, pour nous dire, oui, la France est un pays libre. La preuve, les femmes qui souhaitent porter le voile ici le portent. Oui. Elles ne sont ni tuées, ni battues, ni stigmatisées, comme elles le disent. Sinon, si elles projettent elles-mêmes un regard de stigmatisation et de séparation et de séparatisme sur elles-mêmes. Qu'est-ce qui vous émeut autant? Ce qui m'émeut, c'est que, vous voyez, c'est que mon parcours personnel a été... Vous venez du Maroc, vous avez grandi au Maroc. Sûr, dans une famille arabo-musulmane. Alors le Maroc, c'est pas l'Iran. Certes, il n'y avait pas d'obligation de se voiler. Il n'est pas légalement obligatoire de se voiler au Maroc, mais ça n'empêche que depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, il y a des villes moyennes entières qui ont porté le voile en un laps de temps très court. Donc ça ne peut pas être un choix individuel. C'est forcément un courant, une pression sociale, diverses raisons qui poussent les femmes à se voiler. Et mon parcours personnel a été souvent une histoire d'écartèlement, en fait, entre la réalité dans laquelle j'ai pu grandir, que j'ai pu voir dans les pays musulmans, la réalité des femmes, cette espèce d'oppression que l'on sent dès la plus tendre enfance sur son corps, sur la façon de se tenir, la façon de se couvrir, et le chemin de croix qui consiste à faire sa propre libération intérieure en tant que femme née dans la religion musulmane, et de l'autre côté, entendre ici en France que ces luttes-là sont des luttes qui finalement ne sont pas importantes. Zineb, est-ce qu'on peut dire que le voile, pardon Paul, est un embellissement et aller soutenir les femmes iraniennes, place de la République, quelques jours plus tard? On ne peut pas soutenir une chose et son contraire. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui explique l'accueil très tiède, pour rester poli, qui a été fait à certaines féministes, soi-disant féministes qui défendent le voile et qui ont eu l'outrecuidance de se pointer dans un signe de récupération absolument ignoble, en fait, de la lutte des femmes iraniennes. Vous pensez à Sandrine Rousseau qui a été huée dimanche? Absolument. Et elle a été huée par des femmes qui étaient là, qui ont vu ce jeu de récupération et qui donc lui ont dit, le message c'était de lui dire honte sur vous, vous ne pouvez pas défendre à la fois une idéologie qui impose le voilement aux femmes, vous ne pouvez pas défendre l'islam politique, vous ne pouvez pas défendre ses tenants, vous ne pouvez pas encourager la propagation de cet uniforme imposé aux femmes dans les théocraties islamiques partout en Occident et prétendre en fait que vous soutenez les femmes iraniennes dans leur cri du cœur. Au-delà de l'aspect politique, il y a peut-être des femmes qui écoutent LCI, qui portent le voile parce que c'est vraiment leur choix et qui ne comprennent pas sincèrement que vous disiez ça. Qu'est-ce que vous leur répondez? Moi, je pense que chaque femme a le choix de s'habiller effectivement comme elle veut. Il y a des femmes qui sont des islamistes et c'est leur choix. Les femmes sont des individus comme les autres et je ne pense pas qu'elles doivent être mises sous tutelle de qui que ce soit. Mais les femmes qui portent le voile en France, alors
il faut séparer ce qu'on pense du voile de ce qu'on pense de ces femmes en tant qu'individus. Évidemment que ce sont des personnes qui ont leur dignité, leurs droits en tant que citoyennes françaises. Et d'ailleurs, parmi leurs droits, c'est de s'habiller comme elles veulent en France. C'est-à-dire qu'il faut toujours se souvenir que la dignité qui leur est conférée en tant que femme ici en France leur est conférée par les lois républicaines, par la liberté, par la loi de 1905 qui protège la liberté de conscience et la liberté de culte, et non pas par l'idéologie dont elles se font l'étendard. J'aimerais qu'on écoute les manifestants dimanche, place de la République, au micro de Marine Truchot. Macron, ça suffit, le silence! Macron, ça suffit, le silence! Monsieur Macron, surtout, il n'a fait rien pour défendre les droits des femmes en Iran. Et vous voyez comment il a serré la main avec un criminel contre l'humanité. C'est honteux pour un pays de la démocratie. C'est un peu choquant pour nous les Iraniens. Ils font comme si de rien n'était, tout ça parce que je suppose ils ont besoin du gaz de l'Iran, du gaz et du pétrole. En fait, alors nous, on doit être sacrifiés pour le gaz et le pétrole. Que pensez-vous de l'action de la France et de l'action d'Emmanuel Macron qui a donc serré la main à Ebrahim Raïssi? On peut dire que c'est normal entre chefs d'État de serrer la main, mais est-ce que la France en fait assez envers cette situation iranienne? La France n'a jamais été un État ami, vraiment ami de l'Iran, il faut le rappeler. Mais ce que disent ces femmes, et qui est très pertinent venant de leur position, ça nous rappelle l'éternelle histoire, évidemment, des relations internationales, de l'hypocrisie des institutions internationales et des intérêts économiques qui sont toujours, finalement, qui passent toujours avant non seulement les droits des femmes, mais aussi la question des droits humains de façon générale. On a une pléthore d'exemples de chefs d'État occidentaux qui sont tacoquinés avec des régimes qui emprisonnent, qui torturent, qui violent les droits des femmes, etc., etc. C'est quelque chose qui doit interroger en fait la vision que l'on a du monde, que de voir aux Nations Unies le Conseil des droits des femmes présidé par des pays comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran. C'est tout aussi absurde, voire beaucoup plus absurde. Et moi personnellement, ça me fait justement prendre une certaine distance avec c'est-à-dire, je ne pense pas que le salut pour les femmes viendra que des hommes politiques ou que des chefs d'État. Je pense que ça passera vraiment par des cris du cœur, comme ce qui est en train d'être fait aujourd'hui par les femmes iraniennes. Alors, on va quitter l'Iran pour revenir en France, mais j'aimerais vous entendre également sur les femmes. En tant que militante féministe, pensez-vous, comme Julien Bayou, que le féminisme peut avoir tendance, parfois, comme il l'a dit hier soir sur France 5, à devenir un macartisme? On l'écoute. Féminisme, oui, toujours. C'est l'égalité. C'est l'égalité. Parce que ça, le féminisme, c'est la poursuite de l'égalité. Alors, c'est quoi, alors? Eh bien, moi, je considère que ça a trait au macartisme. Une chasse aux hommes, en quelque sorte. Une chasse aux sorciers. Le macartisme, c'est dit, vous êtes communiste et vous ne pouvez pas vous en défendre. Et si vous vous en défendez, c'est très précisément ce que dire un communiste pour s'en défendre. Et si votre voisin dit, bah non, mais elle n'est pas communiste, en fait, il se tait parce qu'il a peur d'être accusé de sympathie communiste. Bah écoutez, moi j'irais plus loin que lui. Je dirais même que certaines formes de soi-disant féministes aujourd'hui prennent une tournure inquisitoire. Et je ne comprends pas en fait ce que veulent certaines féministes. Est-ce qu'elles veulent qu'on passe outre les droits fondamentaux du fonctionnement de la justice, de la présomption d'innocence, qu'on puisse lyncher un homme tout simplement sur la parole d'une femme? Que veulent-elles? Moi personnellement, je ne suis pas du tout quelqu'un qui croit en un féminisme belliqueux, un féminisme de séparation entre les hommes et les femmes. Je pense que c'est ensemble que nous irons vers la libération en fait du genre humain, vers l'atteinte de nos libertés, que ce soit ici ou ailleurs. C'est le 5e anniversaire de la vague MeToo. Et vous êtes plutôt là-dessus complètement d'accord, si je ne dis pas de bêtises, avec Elisabeth Badinter, c'est ça? Vous êtes sur la même ligne politique? Écoutez, je suis... oui, j'ai vu qu'après sa récente interview, Elisabeth Badinter avait... susciter les foudres, évidemment, des mêmes inquisitrices pourquoi ne pas porter plainte avant la prescription, notamment? C'est une des choses qui... Eh bien, moi, très honnêtement, je pense que les femmes françaises ont la chance d'être dans un pays qui leur donne des droits
que d'autres femmes n'ont pas ailleurs. Et que leur contribution, c'est aussi de faire valoir ses droits, c'est aussi de porter plainte. Juste une question précise, oui ou non. Est-ce que dans les pays du Maghreb, on défile par solidarité avec les femmes iraniennes? On le voit partout dans le monde, dans le pays du Maghreb. Je pense qu'il y a des initiatives, oui, bien sûr. Merci, on s'y intéressera. Merci beaucoup, Zineb El Razoui. C'était évidemment toujours un honneur de vous recevoir. Bonne journée à vous. Dans un instant, les chroniqueurs du temps de l'info. À tout de suite.